à tous, bienvenue dans le webinaire Rien à cacher organisé par le LEM pour répondre à toutes vos questions sans bullshit. Alors la pandémie de Covid et la course au vaccin ont soulevé de nombreuses questions sur la recherche, sur les laboratoires pharmaceutiques également. Comment fonctionnent ces laboratoires? Pourquoi certains ont vu leurs revenus augmenter avec les vaccins contre le Covid? Est-ce que les vaccins contre le Covid n'ont pas été sortis un peu vite? Ne sont-ils pas finalement un peu expérimentaux? Pourquoi est-ce aux laboratoires de tester leurs propres molécules? Ces questions et beaucoup d'autres, eh bien, vous nous les avez posées. Les internautes de toute la France nous les ont posées sur la plateforme Rien à cacher. Et donc le LEM a choisi d'y répondre aujourd'hui en organisant cet événement à Bordeaux. Durant 1 heure, nos invités vont y répondre sans filtre avec une promesse, ne rien vous cacher. Nous accueillons aujourd'hui pour répondre à ces questions Clarisse Lost. Bonjour Clarisse. Bonjour Sandrine. Bonjour. Vous êtes présidente du laboratoire pharmaceutique MSD France. À vos côtés, Thomas Borel. Bonjour Thomas. Bonjour Sandrine. Vous êtes directeur innovation, recherche, santé publique et engagement sociétal au LEM. On rappelle juste que le LEM, c'est l'organisation professionnelle qui représente les laboratoires pharmaceutiques en France. Et enfin, Éric Bazeillac. Bonjour Éric. Bonjour Sandrine. Vous êtes directeur accès des patients aux médicaments, économie et international au LEM. Merci à vous d'être à Bordeaux avec nous aujourd'hui pour cet événement qui est évidemment national. Ce n'est pas réservé aux Bordelais ou aux personnes qui sont dans la salle. Vous pouvez bien évidemment continuer à poser vos questions sur la plateforme Rien à cacher. Je vous la redonne, donc www.rienàcacher.org ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag Rien à cacher. Alors, prix des médicaments, production, recherche, innovation, nous prendrons toutes les questions, toutes vos questions, et nous y répondrons à toutes vos questions. Et nous n'avons qu'1 heure ensemble, ça passe très très vite. Si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes vos questions, ne vous inquiétez pas, vous les retrouverez à partir de la semaine prochaine sur les réseaux sociaux. On commence tout de suite ? On commence avec la première question, Clarisse. Il y a un sujet qui revient souvent lorsque l'on parle de la recherche, c'est celle de l'enrichissement des laboratoires. Notamment pendant le Covid, on a noté, je l'ai dit en préambule, que certains laboratoires avaient pu s'enrichir, ou en tout cas qu'il y avait des noms qui circulaient comme ça de labos pharmaceutiques qui s'étaient enrichis. Alors, est-ce que c'est vrai que les laboratoires s'en mettent plein les poches? Alors, s'en mettre plein les poches, je ne pense pas. On n'a pas non plus fabriqué le virus pour vendre des vaccins derrière. Je ne pense pas non plus. Moi, ce que je retiens de cette crise, c'est quand même que l'industrie pharmaceutique a réussi en moins d'1 an à mettre 3 vaccins sur le marché grâce à une mobilisation sans précédent de tous les acteurs, privés et publics, pour réussir à combattre cette pandémie. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que ça parle de la mission première de l'industrie pharmaceutique, qui est de répondre aux besoins forts de santé publique, tels que cette crise. Et beaucoup d'autres maladies, bien évidemment. Mais c'est vrai que notre modèle économique repose sur un modèle d'une entreprise privée, ce qui veut dire qu'il y a besoin d'être rentable de façon à fonctionner. Et ces profits sont nécessaires. S'en mettre plein les poches, non, mais des profits, oui. Et ils sont nécessaires, parce qu'ils sont nécessaires pour financer la recherche de demain. Tout simplement, les profits d'aujourd'hui. Et ça permet de prendre des risques, ça permet d'ouvrir des nouvelles voies de recherche. Et tout ça, c'est juste pour donner une idée un peu, il y a sur 10 000 molécules globalement qui sont criblées pour la recherche. Il y en a 100 qui vont aboutir à un brevet. Et sur les 100, il y en a peut-être une qui viendra sur le marché. Donc ça montre, et au bout de 10 ans, et 2 milliards, 2,5 milliards de coûts de développement. Donc ça montre à quel point la recherche scientifique et la recherche pharmaceutique est extrêmement coûteuse et compliquée et risquée. Et donc oui, faire des profits, c'est nécessaire parce que ça permet de financer ce genre d'innovation et parfois des échecs. Je vais vous donner un exemple. Mon laboratoire, on a échoué dans les vaccins Covid. On a échoué, on est en train de réussir, j'espère, sur des traitements, mais on a échoué sur 2 vaccins qui étaient en développement. Et ça permet aussi, les profits qu'on peut avoir à un moment permettent aussi de financer des choix audacieux qu'on peut faire et qu'il faut aussi financer. Très bien. Pourquoi s'opposer à la levée des brevets sur les vaccins, alors même qu'elle est demandée par plus de 100 États? Ça fait partie aussi des questions qui nous ont été posées sur la plateforme lorsqu'on a mis en ligne. Donc ça fait partie des questions qu'on a depuis quelques temps sur la plateforme. Éric. Oui, la levée des brevets, au fond, c'est une très mauvaise réponse à une très bonne question. La très bonne question, c'est quoi? C'est qu'effectivement, il devient urgent que tous les citoyens de la planète aient accès à ces vaccins anti-Covid. La situation d'aujourd'hui est inacceptable pour tout le monde, et d'abord pour les laboratoires pharmaceutiques.
La population des pays les plus riches, 16% de la population mondiale, aujourd'hui, détient 50% des vaccins qui ont été fabriqués. Donc il faut qu'on travaille dans l'urgence pour amener ces vaccins à tous les citoyens de la planète. Pourquoi est-ce que c'est une mauvaise réponse? Parce que ça ne répond pas à cette question. La question n'est pas d'ordre économique. Vous savez que les prix des vaccins, ils ont été, c'est un engagement fort des entreprises, vendus soit à prix coûtant, soit à prix différencié, c'est-à-dire à des prix adaptés au pouvoir d'achat des pays. Non, la question, elle répond à deux problématiques. La première, c'est celle des capacités de production. Il faut se mettre, c'est notre deuxième défi, en capacité de produire des vaccins en nombre suffisant. Et pour cela, il n'y a qu'une seule méthode, faire en sorte que les laboratoires qui savent, ceux qui ont inventé les vaccins, eh bien, transfèrent leur technologie, passent des accords avec les laboratoires qui peuvent, c'est-à-dire les laboratoires qui sont déjà en capacité de pouvoir les produire, moyennant quelques adaptations, parce qu'il faut aller vite. Et ces accords de licence entre les laboratoires, c'est ça l'action gagnante. Il y en a plus de 270 qui ont été passés aujourd'hui à travers le monde. Je cite deux exemples. AstraZeneca, qui est un grand laboratoire pharmaceutique, a passé un très gros accord avec le Serum Institute en Inde pour produire 1 milliard de doses. Vous avez en Afrique du Sud Aspen qui a passé un accord avec J&J. C'est comme ça qu'il faut faire. Un accord de licence, vous savez, une licence d'office, pardon, c'est juste un transfert de la recette de cuisine à un État. Ça ne permettra jamais de faire sortir des usines de fabrication des vaccins de terre. Et puis, et j'en termine par là, la deuxième chose qu'il faut faire de manière urgente, c'est que les pays riches aujourd'hui ont surcommandé par rapport à leurs besoins. L'Europe dispose de 3 fois plus de vaccins que ce dont elle a besoin, les États-Unis 2 fois plus, le Canada 7 fois plus. Donc il faut demander à tous les pays, et ça c'est pas l'affaire des labos, eh bien de libérer tous ces lots qui ont été surcommandés et de les adresser d'urgence aux pays qui en ont besoin. D'accord, merci, c'était très clair. Nous avons une question maintenant sur les vaccins et sur leur rapidité finalement, la rapidité avec laquelle ils ont été développés. Je vous regarde Thomas parce que je pense que vous allez pouvoir y répondre. Les vaccins ne sont-ils pas expérimentaux, testés un peu à la va-vite? Alors, comme le rappelait Clarisse il y a quelques minutes, globalement, pour obtenir un vaccin sur le marché, on dit 7 à 10 ans de recherche clinique. Il est vrai qu'on a vécu quelque chose d'exceptionnel, puisqu'en un an, on a réussi à avoir les premiers vaccins avec une homologation européenne. Alors, ça s'est fait dans le cadre des essais cliniques classiques, c'est-à-dire de tout l'aspect normatif et réglementaire qui encadre notamment la sécurité et la qualité du vaccin, qui est un produit biologique, donc la qualité c'est très important, et la sécurité des patients, dans toutes les phases de tests qui ont été réalisées. Pourquoi est-ce que ça s'est fait si vite? Il y a peut-être 4 facteurs qu'on peut identifier. Le premier, c'est qu'on a un historique sur la recherche, d'abord sur la recherche sur les coronavirus. Vous aviez le SARS-CoV, le MERS-CoV, etc., qui avaient déjà donné lieu, d'une part, à des identifications de virus équivalents, et d'autre part, même à des projets de recherche vaccinaux sur ces vaccins d'autres coronavirus. On a aussi des antériorités de recherche sur l'ARN messager. Ce n'est pas quelque chose qu'on a découvert l'année dernière. Bien entendu, le grand public le découvre, mais ça fait déjà plus de 30 ans que l'ARN messager est considéré comme un potentiel réponse thérapeutique, notamment pour la cancérologie. Ensuite, vous avez un deuxième sujet qui est probablement les collaborations. On l'a évoqué, Eric en a donné quelques exemples sur la production, mais ce qui s'est passé en termes de collaboration entre des équipes de recherche publique et des laboratoires pharmaceutiques d'une part, mais aussi entre laboratoires pharmaceutiques qui sont normalement concurrents et qui se sont mis ensemble pour trouver des solutions en termes de recherche est absolument inédit. Troisième sujet probablement, c'est évidemment l'investissement des États et des puissances publiques. Les États-Unis ont mis énormément d'argent pour soutenir et impulser plus fortement encore ces dynamiques de recherche avec des opérateurs qui existaient. L'Europe l'a fait aussi et ça a évidemment boosté tous les projets de recherche. Aujourd'hui, vous avez plus de 300 projets de recherche qui sont encore en cours sur des candidats vaccins. Et je dirais le quatrième élément important, c'est que les autorités de santé, qui sont celles qui décident de l'autorisation de mise sur le marché, qui évaluent les essais cliniques, etc., et donc ont été particulièrement réactives. Et le travail d'échange d'informations entre les laboratoires pharmaceutiques et les autorités a été particulièrement réussi, ce qui a permis effectivement d'avoir une réponse aussi rapide et aussi exceptionnelle en un an, d'avoir 4 vaccins aujourd'hui disponibles en Europe. Si je vous comprends bien, tout convergeait à ce moment-là, effectivement, entre ce qu'on savait déjà de la recherche et puis tous les moyens qui ont été mobilisés à ce moment-là. Parce que tout le monde s'y est mis, et les entreprises, toutes celles qui connaissaient, Clarisse l'a évoqué il y a quelques minutes, toutes celles qui connaissaient le sujet du vaccin, qui avaient des capacités de recherche existantes, se sont mobilisées pour tester les pistes. Mais alors du coup, c'est vrai qu'il y a une incompréhension, en tout cas une incohérence peut-être, qui est sous-jacente, ou en tout cas une des questions que nous avons notées sur la plateforme, c'est comment a-t-on pu trouver si vite un vaccin contre le Covid
et toujours pas contre le sida. Malheureusement, nous n'avons pas encore de vaccin contre le sida, malgré tous les projets de recherche, notamment vaccinaux, mais aussi de traitement, parce que pour le coup, il y a énormément d'avancées sur le plan des traitements qui permettent de stabiliser, non pas de guérir, mais de stabiliser les patients qui souffrent du VIH. Pourquoi ? Parce qu'on a des virus qui sont différents déjà. Au départ, c'est ça le problème. C'est qu'on a un virus, le coronavirus, qui est un virus relativement facile dans son identification et dont les mutations dont on parle beaucoup aujourd'hui sont finalement relativement modérées par rapport aux mutations qu'on connaît sur le virus du VIH, qui sont beaucoup plus compliquées et dont les mécanismes d'action, je ne vais pas faire un cours de médecine aujourd'hui, mais dont les mécanismes d'action au sein de l'individu provoquent des phénomènes immunitaires qui sont totalement différents. Ce sont ces raisons-là qui font qu'on n'a malheureusement pas encore de vaccin contre le VIH, principalement. Très bien, merci beaucoup. Nous allons à présent prendre une question dans la salle, parce que effectivement, nous sommes ici à Bordeaux, nous sommes dans une salle avec un public, et nous avons des personnes qui vont pouvoir poser directement leurs questions aux experts. Donc je me tourne vers la salle. Monsieur, vous aviez une question. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter en un mot et voilà, nous dire qui vous êtes, ce que vous faites, et la question que vous souhaitez poser? Bonjour à tous. Alors, Thomas Gouritin, créateur de la chaîne YouTube Regard Connecté. J'ai une question d'Adrien, un fidèle auditeur, qui me demande, en tant qu'entreprise pharma, comment vous gérez les sujets de défiance, les sujets de complotisme, notamment en temps de Covid, et quel discours et stratégie vous pouvez adopter pour être audible, pour rassurer et pour convaincre? Clarisse, peut-être? Oui, mais c'est une super question, et je pense que c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. C'est que je pense que si on n'est pas présent, d'autres prennent la parole pour nous, et avec de l'information qui peut être non validée. Et je pense que c'est très important qu'on puisse faire énormément de pédagogie, toute transparence, et de dire tout ce qu'on fait, parce que si on ne le fait pas, d'autres prennent la parole pour nous différemment. Et donc c'est vraiment notre démarche aujourd'hui, c'est de pouvoir partager et de répondre à toutes vos questions, parce qu'on a des réponses, parfois on n'en a pas et on le dira. Et je pense que ça fait partie de la transparence, mais c'est ça qui nous permettra d'éduquer, de donner de la pédagogie et de rassurer au final toute la population. Et les questions sont très pertinentes aujourd'hui. Pour rebondir, aujourd'hui il y a beaucoup de médecins en période Covid qui ont pris la parole aussi. On parle souvent de conflit d'intérêts peut-être, ou de risque de conflit d'intérêts avec certains médecins, pharmaciens, professionnels de santé. Et comment vous voyez justement cette arrivée de nouveaux médecins et professionnels de santé qui prennent la parole et essayent aussi de leur côté de passer ce message? C'est vrai que cette période a vu émerger beaucoup de médecins qui proactivement ont pris la parole, sans doute aussi par un ras-le-bol de voir des choses fausses qui émergeaient un peu partout. Les journalistes aussi ont pris un rôle très important pour relayer des informations de qualité validées par les autorités. Et c'est extrêmement souhaitable. Alors vous parlez de conflit d'intérêts, moi je parle de lien d'intérêt. Il n'y a pas de conflit parce qu'aujourd'hui, le monde pharmaceutique est sans doute l'industrie la plus contrôlée. Tout est déclaré, tout fait part d'une énorme transparence, mais on a besoin de travailler ensemble. Et je pense que ça, c'est un élément essentiel. Je préférerais que ce soit quelqu'un qui est testé, qui utilise un médicament ou un vaccin, qui l'a développé avec ses patients, qui puisse parler de son expérience et de ses recherches, plutôt que quelqu'un qui n'a jamais travaillé avec nous, mais qui ne connaît pas du tout. Par contre, ce qui est important, c'est justement de faire état de potentiel travail ensemble et de collaboration, de façon à s'assurer qu'il n'y ait pas de conflit et d'informations qui puissent être biaisées. Et c'est tout ce qui est construit depuis des années en termes de déclaration, de transparence dans les travaux qui sont ensemble et qui sont nécessaires pour faire avancer la recherche. On a tous une pierre à apporter et c'est ça qu'il faut absolument garder et éviter de scinder les mondes. Merci beaucoup. On donnera la parole à la salle tout à l'heure. Avant, on a d'autres questions qui sont issues de la plateforme que je vais partager avec vous. Je rappelle juste que vous pouvez continuer à poser vos questions sur la plateforme et vous pouvez bien sûr continuer à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Rien à cacher. Alors, voici, je vous donne la question. Faudra-t-il une troisième injection de vaccin à cause du variant Delta ? Thomas. Est-ce qu'il faut une troisième injection? Pour l'instant, si demain il doit y avoir une autre injection sur les variants, c'est parce que le vaccin aura été testé sur ces variants complémentaires. Donc pour l'instant, on ne peut pas répondre de façon formelle à la question, puisque ce n'est pas... Il y a des phases de tests qui sont faites sur les vaccins, sur les différents variants, mais il n'y a pas de protocole aujourd'hui qui permette d'établir le fait qu'il faut une troisième injection pour les variants, compte tenu de la présence récente du variant Delta par ailleurs. Est-ce que l'ARN va modifier notre ADN ? Risque-t-on d'avoir un cancer ou une maladie auto-immune, comme le dit le prix Nobel et le professeur Montagnier?
et est-il dangereux pour les animaux lors des tests? Alors, donc l'ARN va-t-il modifier notre ADN? Je vais continuer, si vous voulez, en tant que directeur scientifique de cette organisation, mais très rapidement. L'ARN agit, qui n'agit pas sur la composante génétique. L'ARN, c'est quelque chose d'abord qui est physiologiquement constitutif, puisque vous avez l'ADN dans le noyau, et ensuite qui émet un ARN qui est messager. Donc c'est un message. Donc le fait d'agir sur un message qui est en dehors du noyau de la cellule ne porte aucun risque sur le plan génétique. C'est très clair. Et d'ailleurs, les découvertes d'ARN messager sont bien anciennes. Elles datent c'est l'Institut Pasteur qui en est à l'origine. Et donc c'est déjà des choses qu'on connaît bien sur le plan physiologique. Donc le fait d'injecter un ARN messager n'est pas plus à risque que d'injecter une protéine, par exemple, comme on le fait régulièrement sur des tas de vaccins. Donc il n'y a pas de risque de développer de maladie comme ce qui était non, indiqué? Bien sûr. Après, je voudrais quand même rappeler que comme tout vaccin, comme tout médicament, vous avez tout un système, et là particulièrement en ce moment, d'encadrement sur ce qu'on appelle la pharmacovigilance, qui permet de repérer tous les jours et de remonter tous les jours aux autorités nationales, internationales, toutes les informations sur des événements qui pourraient laisser penser qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas connu. C'est ce qui se passe tous les jours. C'est d'ailleurs pour ça que certains vaccins ont vu leur autorisation de mise sur le marché qui a été modifiée. Donc il y a un monitoring très très fort. On est probablement dans le secteur qui de toute façon est le plus régulé, avec le secteur de l'aéronautique. C'est probablement le secteur de la pharmacie qui est le secteur le plus régulé, c'est-à-dire suivi par les autorités et toutes les remontées d'informations qui permettent de suivre avec précision ce qui se passe lorsque les patients prennent un vaccin ou un médicament. Il y avait en troisième partie de question, il y avait un point sur les tests sur les animaux. Savoir s'il y avait des effets secondaires, des effets néfastes lors des tests sur les animaux. Sur les animaux, juste en un mot, mais je veux dire, tous les médicaments, tous les vaccins sont d'abord testés sur des paillasses en laboratoire et ensuite sur des animaux avant d'être injectés à l'homme. Ça a été le cas aussi pour les vaccins anti-Covid. Il y a évidemment, qui permettent notamment de mesurer des réactions indésirables qui pourraient du coup stopper tout risque, toute aventure, je dirais, que d'aller tester chez l'homme ensuite. Donc ça a été fait sûrement, ça a été fait sans aucun doute, sans nul doute. Après, les effets indésirables n'étaient pas considérés suffisamment importants pour qu'on puisse ne pas autoriser l'essai clinique chez l'homme tel que ça a été fait. D'accord. On va reprendre une nouvelle question dans la salle. Je vous en prie. Comme tout à l'heure, vous vous présentez en une phrase et puis vous pouvez poser votre question. Bonjour, Stéphanie Laporte, je travaille dans le social media, le marketing d'influence et l'e-santé. J'ai une question aujourd'hui qui est remontée de ma communauté, Adélaïde, qui nous demande quels avantages aux médicaments génériques et où sont-ils fabriqués? Alors, les médicaments génériques, d'une manière générale, si j'ose dire, puisque là on sort des questions évidemment sur le Covid, sont des médicaments qui sont des copies de médicaments chimiques classiques qui ont le droit d'arriver sur le marché dès lors que le médicament initial, qu'on appelle le médicament princeps, a perdu son brevet. Ça vous permet de souligner à quel point le brevet est important dans le système de la production des médicaments, parce que c'est ce qui va protéger l'inventeur du médicament. Mais une fois que le brevet a échu, effectivement, des copies peuvent apparaître, on les appelle les médicaments génériques. Donc elles sont fabriquées par des fabricants de médicaments génériques. Il y a des industriels de la pharmacie qui ne fabriquent que des médicaments génériques, d'autres qui fabriquent et des médicaments princeps et des médicaments génériques. Et évidemment, les médicaments génériques répondent aux mêmes normes de qualité, de fabrication, de dispensation. Ce sont des médicaments comme les autres. Très bien, merci. Je reviens aux questions que nous recevons, que nous continuons à recevoir des questions en live sur la plateforme. Il y en a une autre. Ça va rejoindre un petit peu peut-être ce que vous disiez tout à l'heure, Thomas. Parmi les complotistes, il y a des dizaines de médecins et de professeurs qui alertent sur les risques des vaccins ARN. Alors comment vous pouvez nous rassurer sur les effets à long terme de cette technique? Mon premier, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. D'abord, la connaissance de l'ARN messager qui est ancienne, évidemment, et la connaissance par ailleurs des potentiels bénéfices chez l'homme qui sont aussi connus, puisqu'on a testé l'ARN messager avant de le tester pour le vaccin Covid. On l'a testé depuis maintenant plus de 10 ans, notamment sur le cancer. Après, le deuxième point, c'est tout l'encadrement qui existe aujourd'hui, aussi bien dans les phases d'essai cliniques que dans le suivi. C'est-à-dire que tous les signaux, ce qu'on appelle un signal, c'est-à-dire une information qui n'était pas connue,
permet de se poser la question, et notamment, quand je dis se poser la question, ce ne sont pas les industriels qui se la posent. Ils se la posent, bien entendu, mais c'est surtout les autorités, toutes avec leurs compétences scientifiques, qui évaluent si éventuellement il y a quelque chose d'anormal qui survient. Sur le long terme, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que dans 20 ans ou dans 30 ans, je sais exactement ce qui se passe sur telle ou telle composante. Ce que je peux vous dire avec certitude, et je vous le dis aussi en tant que médecin, c'est que l'ARN messager, encore une fois, n'a aucune composante sur le génome, et donc il n'y a aucune information génétique qui peut être perturbée par l'arrivée d'un ARN messager. Très bien. On va continuer sur le Covid, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de questions qui sont liées au Covid, contexte oblige. Notamment cette question, est-ce qu'il faut vacciner les ados ? En fait, pour tous les vaccins, il est important d'avoir ce qu'on appelle une immunité collective, qu'on dit en général arriver autour de 80% de la population, de façon à vraiment protéger ceux qui ne pourraient pas se faire vacciner et de façon à stopper le virus et toute la contamination. Donc vraiment, l'objectif, c'est de pouvoir arriver à ces 80%. Donc aujourd'hui, il y a déjà un vaccin qui est approuvé à partir de 12 ans, donc pour les adolescents, qui a été testé comme pour l'adulte, avec la même rigueur. Les autorités de santé, c'est à elles de se prononcer aussi sur les recommandations vaccinales, qui aujourd'hui recommandent effectivement de vacciner. Ensuite, à titre personnel, je pense que l'urgence, c'est déjà de se dire que l'ensemble des populations adultes qui sont davantage à risque, notamment par rapport aux jeunes, qu'on atteigne déjà 80% de ces populations-là. Mais bien sûr, les adolescents peuvent aussi se faire vacciner et contribuer à cet effort. Et notamment s'ils sont à risque ou s'ils vivent avec des personnes à risque autour d'eux. Je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, non, c'est exactement ce que tu dis. Aujourd'hui, il est quand même recommandé pour un enfant qui est soit immunodéprimé, soit en proximité d'une personne qui a un problème d'immunité, ce que vient de dire Clarisse, d'être vacciné. Ceci étant, ces recommandations, elles s'émanent des autorités de santé. C'est la haute autorité de santé qui émet des recommandations très régulières depuis maintenant 1 an, et c'est ça qu'il faut suivre aujourd'hui. Nous avons une nouvelle question sur la plateforme. Bonjour, merci de nous expliquer pourquoi les antibiotiques de la famille des fluoroquinolones restent largement surprescrits malgré les nombreuses alertes concernant les effets indésirables, graves et permanents. Est-ce que Thomas, vous pouvez réagir ? Alors, oui, sur les fluoroquinolones, on connaît des effets indésirables depuis maintenant très longtemps et ils sont très clairement établis dans ce qu'on appelle les notices et dans toutes les informations de prescription qui sont données aux professionnels de santé par d'ailleurs les professionnels de santé eux-mêmes. Malheureusement, il y a encore des effets indésirables dans leur utilisation. Ça pose, à mon avis, plus largement la question de ce qu'on appelle l'antibiorésistance et du bon usage des médicaments en général. C'est-à-dire comment est-ce qu'on favorise une information, comment est-ce que les autorités favorisent une information de qualité, notamment dans la formation initiale, mais surtout dans la formation continue des médecins, de façon à éviter de prendre des traitements qui sont souvent anciens, les fluoroquinolones sont des médicaments très anciens, au risque parfois d'être en dehors du cadre de prescription stricto sensu. Et parfois, même quand vous êtes dans le cadre de prescription, vous avez de façon rare des effets indésirables qui surviennent. Donc voilà, il y a un sujet qui est du bon usage des médicaments en général et précisément des antibiotiques, parce que le risque, c'est que si vous prescrivez mal les antibiotiques, vous vous souvenez de la campagne, les antibiotiques, c'est pas automatique, on l'a tous gardé en tête, ça fait près de 10 ans qu'elle existe, et au moins 10 ans, et du coup, c'est un message, et dire qu'il faut renouveler sans cesse pour être sûr qu'on prescrit correctement ces traitements au risque d'induire de nouvelles résistances bactériennes. Une nouvelle question sur la plateforme. L'industrie a-t-elle le dernier mot, donc l'industrie pharmaceutique a-t-elle le dernier mot sur le prix des médicaments, Eric ? Alors la réponse est non, très clairement. Comment ça se passe, le prix du médicament en France ? C'est un prix qui est négocié entre l'industriel, donc qui propose son médicament, et un comité qu'on appelle le Comité économique des produits de santé. C'est un comité autour de la table duquel sont représentées toutes les grandes administrations du ministère de la Santé, mais aussi tous les payeurs, ce qu'on appelle les payeurs, c'est-à-dire l'assurance maladie, et aussi les assureurs complémentaires. Et puis il y a un président et un vice-président. Et donc le prix est proposé par l'industriel, mais il est négocié, et il va être discuté non pas dans une négociation sans repère, loin de là, il est discuté en fonction d'un certain nombre de règles qui sont établies et qui sont parfaitement transparentes, que vous pouvez aller lire, qu'on appelle les règles de l'accord-cadre. Ce sont des règles conventionnelles qui disent exactement comment on doit discuter le prix d'un médicament quand le médicament a reçu une évaluation par la Commission de la transparence de niveau 3, par exemple. C'est-à-dire qu'elle est considérée comme une grande innovation, ou au contraire, comme c'est
quand c'est un progrès, un petit progrès, ou au contraire quand ce médicament n'apporte pas de progrès mais a d'autres qualités. Donc vous voyez, il y a un corpus de règles qui définit les conditions dans lesquelles on va négocier le prix du médicament avec le comité économique. Et puis à la fin, où on est d'accord, et à ce moment-là, il y a un accord conventionnel qui est signé, ça devient le prix officiel du médicament, où on n'est pas d'accord, et l'industriel peut toujours dire, bien, je ne commercialise pas ce médicament à ces conditions, c'est rarissime, pour ne pas dire que ça n'arrive pratiquement jamais, ou bien le comité économique impose le prix du médicament. Mais in fine, le prix du médicament que vous voyez est publié au journal officiel de la République, et c'est le ministre qui signe le prix du médicament. D'accord, merci. Nous avons, avant de repasser la parole à la salle, juste une question encore sur les vaccins. Aucun vaccin français dans le pays de Pasteur. Pourquoi est-ce que l'on peut parler d'échec de la recherche française? Alors, ça souligne d'abord ce qu'est l'incertitude de la recherche. Ça souligne les difficultés de la recherche. Ça souligne le fait qu'il y a toujours aussi un facteur chance dans les recherches, quelles qu'elles soient. Ce qu'évoquait Clarisse tout à l'heure, effectivement. Exactement. C'est l'exemple de Clarisse et de son laboratoire précisément. Malgré les investissements, malgré les connaissances scientifiques existantes, malgré le fait qu'il y a déjà eu beaucoup de choses faites sur d'autres vaccins, etc. En l'occurrence, d'abord, on a quand même deux laboratoires, un grand laboratoire français et un plus petit laboratoire qui viennent d'annoncer des phases 3, c'est-à-dire la dernière phase de l'étude clinique il y a quelques semaines, et qui, on peut l'espérer, mettront à disposition un vaccin d'ici la fin de l'année. Donc ça, c'est l'objectif, c'est tout du moins comme ça que ces deux laboratoires, pour l'instant, ont exprimé. Alors évidemment, ce sera un peu plus tard que d'autres laboratoires. Après, d'une façon plus générale, ça souligne aussi combien certains pays ont peut-être plus soutenu des politiques collaboratives avec des laboratoires pour financer des projets de recherche, pour accompagner les entreprises dans des projets de recherche, qui sont tous les modèles qu'on vient de voir, notamment sur le vaccin, le croisement entre souvent des grands laboratoires pharmaceutiques, des plus petites entreprises, on va les appeler des start-up, qui sont parfois émanantes des équipes de recherche publique et des équipes de recherche publique. Donc c'est ces trois composantes qui marchent bien et qui ont bien marché dans certains pays, peut-être un peu moins en France, mais encore une fois, le facteur incertitude de la recherche est probablement l'explication la plus rationnelle pour répondre à cette question. Très bien, merci. Je vais maintenant me tourner vers la salle pour prendre une nouvelle question de la salle. Je vous en prie, vous vous présentez, vous posez votre question. Bonjour à tous, Anne Benaïm. Donc, je suis docteure en pharmacie et créatrice du compte Instagram La Bulle Pharma. Alors, je relais une question intéressante de ma communauté. Pourquoi les médicaments n'intègrent pas plus de plantes au sein de leur formule, alors qu'on sait le poids de plus en plus important de la santé naturelle dans notre société? Alors, moi, je pense qu'il y a des exemples qui existent. Il y a plusieurs. Il y a, je pense, il y a Taxus baccata, LIF, qui est une plante qui a été utilisée après en cancérologie. Donc il y a plusieurs exemples et je pense que la nature inspire beaucoup aussi. Ça inspire des voies de recherche, mais aujourd'hui il n'y a pas de... Je pense qu'en termes d'efficacité, on n'a pas démontré, en tout cas dans les doses nécessaires pour vraiment aller combattre certaines maladies, que ça pouvait vraiment aider à avoir l'impact qu'on voulait. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut le nier, bien au contraire, il peut y avoir des effets complémentaires, mais aujourd'hui en termes de démonstration de preuves d'efficacité, il y a peu de plantes en tant que telles. Mais je pense que dans la recherche, les chercheurs s'inspirent beaucoup du monde du vivant et de ce qui existe pour regarder les mécanismes d'action et d'avoir... donc c'est toute la médecine ancienne, il y a beaucoup d'éléments qui sont arrivés de là. Mais aujourd'hui, dans les molécules qui existent, il n'y a pas d'efficacité démontrée, en tout cas dans les études, de par certaines de ces plantes. Peut-être deux réflexions complémentaires. Au fond, quand on regarde avec l'histoire, on a très souvent eu des plantes à l'origine de beaucoup de médicaments. Et l'effort de la chimie en pharmacie a consisté à utiliser ces plantes et à essayer de les débarrasser de leurs effets secondaires. Il y a beaucoup d'effets secondaires aussi liés aux plantes. Socrate est mort, je crois, en buvant la ciguë. Donc, vous voyez, la chimie a contribué, au contraire, à optimiser les formules qui étaient apportées par les plantes, mais en les débarrassant de leurs effets secondaires. Donc ça, c'est une première réflexion. Et la seconde, c'est qu'en termes de production derrière, et on voit tous les enjeux de production à travers la crise Covid, quand vous avez un médicament qui est dépendant d'une production,
naturelles, de plantes, etc., ça peut potentiellement poser de gros problèmes d'approvisionnement. Quand vous avez une demande mondiale, avec parfois des demandes plus ou moins erratiques, c'est évidemment très difficile. Quand vous avez une culture de plantes qui, pour des raisons météorologiques, a été mise à mal, c'est évidemment très difficile. Donc vous voyez, on navigue parmi tous ces écueils. Merci beaucoup. Merci. On reprend les questions sur la plateforme qui continuent à arriver. Merci beaucoup de nous suivre et de continuer à poser vos questions. Alors, je vous la soumets. Êtes-vous pour la vaccination Covid obligatoire du personnel soignant? Et selon vous, pourquoi une telle défiance des professionnels de santé? Alors, ouais, je pense qu'on pourrait tous avoir un avis sur le sujet. Est-ce qu'on est... Il s'agit aujourd'hui de voir comment est-ce qu'on atteint une immunité collective, et il y a des professionnels qui sont particulièrement exposés, qui sont les soignants. Il serait assez logique, d'un point de vue, je dirais aussi citoyen, que ceux qui sont les plus exposés soient aussi ceux qui sont rapidement immunisés et à moindre risque de contamination. On le fait pour d'autres pathologies. L'hépatite B, par exemple, les soignants sont vaccinés. Vous avez des vaccins obligatoires, bien entendu, pour l'enfant, dans la propre prise en charge et pour éviter le risque infectieux de certaines maladies. Certains pays l'ont fait. L'Italie a décidé de rendre obligatoire la vaccination de ces professionnels de santé. Donc voilà. Après, évidemment, tout ça, c'est pour aussi rendre petit à petit l'adhésion vaccinale suffisamment forte en France. Il y a aussi un devoir d'exemplarité. Je vous parle aussi en tant que médecin. Mon collègue Eric est aussi médecin. On a aussi un devoir d'exemplarité dans le travail qu'on fait quand on voit des patients et qu'on leur dit « faites-vous vacciner » si nous-mêmes ne le sommes pas. Vous-même, vous êtes vacciné? Bien sûr, je suis vacciné. Clarisse, tout le monde est vacciné. Une autre question qui relève aussi des images, voilà, des choses qu'on a pu entendre passer sur les réseaux sociaux. A-t-on d'abord vacciné les personnes âgées pour ne pas savoir si elles mourraient des effets secondaires du vaccin ou de vieillesse? Je crois qu'on a vacciné les personnes âgées d'abord parce que ce sont les populations qui sont les plus à risque. Et c'est pour ça qu'il fallait d'abord permettre de tester et puis ensuite mettre à disposition les vaccins des patients qui sont aujourd'hui sur un risque. Évidemment, entre des enfants qui ont un risque infime de faire un Covid compliqué et des personnes âgées dont le niveau de risque était très élevé, il était beaucoup plus pertinent de mettre en place, d'abord dans les essais cliniques, ça c'est la responsabilité de l'industriel, mais ensuite dans les décisions qu'ont pris les pouvoirs publics au niveau mondial, au niveau national aussi, de mettre à disposition ces vaccins en priorité pour les patients à risque. C'était tout à fait cohérent d'un point de vue de santé publique. Très bien. Une autre question, les vaccins perturbent-ils les cycles menstruels? Je vais continuer à jouer. Écoutez, moi, j'ai pas de... J'ai lu... Est-ce que c'est documenté? Est-ce qu'il y a des choses... J'ai lu quelques éléments dans la presse, mais aucune étude scientifique solide qui le documente à ce jour. Ça ne veut pas dire que dans les mois et années qui viennent, on ne va pas avoir des informations complémentaires, encore une fois. C'est tout le principe du suivi et de l'information scientifique qui continue à être alimentée par les entreprises, par les professionnels de santé, et tout ça sous la tutelle des autorités. Nouvelle question qui arrive sur la plateforme. Faut-il continuer le tiers payant? Alors là, on sort, c'est beaucoup plus large que le Covid. Donc, faut-il continuer le tiers payant? Certaines personnes pensent que les médicaments sont gratuits et il y a un scandale à chaque fois qu'il y a un reste à charge. Eric. Alors c'est vrai qu'on appartient à un pays merveilleux, la France, qui est le pays du monde dans lequel le reste à charge pour les patients est le plus faible. Il est aujourd'hui aux alentours de 10%. Donc c'est un avantage social tout à fait considérable. Et certains évoquent, c'est probablement le sens de la question qui nous est posée, le fait que cet avantage, il est en quelque sorte déresponsabilisant, parce que la plupart d'entre nous, quand nous consommons des médicaments, mais c'est vrai aussi des actes médicaux auxquels nous avons droit à l'hôpital ou quand on va voir son médecin, on n'a aucune conscience de combien ça coûte. On a une réflexion aujourd'hui qui traverse la société, qui, je crois, ne remet pas en cause l'idée qu'un système qui, malgré tout, permet à chacun d'entre nous, indépendamment de sa fortune personnelle, d'avoir accès aux mêmes soins, est un bon système de santé. Est-ce qu'on pourrait revoir la partition, peut-être, entre, vous savez, ce qu'on appelle l'assurance maladie obligatoire, des soins qui sont de facto pris en charge par la solidarité, et d'autres qui pourraient l'être de manière plus optionnelle. Ça, c'est typiquement une réflexion, j'allais dire, d'élection présidentielle. On verra si la question nous est posée. Moi, à titre personnel, il y a un élément de réflexion que je trouve intéressante, c'est celui qui sépare le care et le cure. Vous savez, comme disent les anglo-saxons, au fond, à chaque fois que l'on se soigne avec des traitements qui guérissent, le cure, on est, à mon avis,
dans une réflexion d'assurance maladie obligatoire. Et quand on est dans le care, le bien-être, peut-être même que la prévention peut être regardée de cette façon, l'efficience des soins, là on est peut-être plus dans une dimension où chacun pourrait contribuer davantage. Mais vous voyez, c'est juste pour partager avec vous une réflexion qui est aujourd'hui sur la table. Est-ce que vous souhaitiez réagir également ? Non, mais on entend beaucoup quand même que le reste à charge peut être déjà un élément très pénalisant pour certaines familles, hein, quand on a un traitement, certaines maladies qui nécessitent des dépenses récurrentes. Donc je pense qu'Éric disait un système merveilleux français, c'est vrai. Je pense que ce qu'on pourrait faire un peu plus, je pense, c'est de la pédagogie à nouveau, sur au moins expliquer ce que ça coûte. Et que ce ne soit pas le blanc-seing, et puis voilà, je donne ma carte vitale et j'ai rien à payer, je ne veux même pas savoir. Donc un tout petit peu de pédagogie pour comprendre ce qu'il y a derrière, et ça, je pense que ce serait déjà un grand pas en avant. Très bien. Une nouvelle question. Pourquoi les contrats entre l'Union européenne et les labos ne sont-ils pas publics et transparents ? Ça sont des questions de droit, c'est vraiment des questions juridiques. Hein. On fait le mauvais procès souvent à l'industrie pharmaceutique d'opacité. L'industrie pharmaceutique n'a pas brillé non plus par son ouverture, hein, et ses explications pédagogiques répandues sur le monde. On a beaucoup d'efforts à faire et une réunion comme celle-ci y participe. Mais elle est aussi contrainte par beaucoup d'éléments juridiques intangibles. Le secret des affaires, c'est quelque chose d'important, qui est important pour protéger l'économie. Et quand vous négociez un contrat avec une institution publique, il y a le secret des affaires qui est à respecter. Pourquoi ? Pas par souci d'opacité, mais par souci de préservation des activités concurrentes. C'est vis-à-vis des concurrents, au fond, que règne ce secret des affaires. Donc c'est une donnée. En matière du contrat, vous savez, qui a été négocié avec les vaccins Covid, avec l'Union européenne, vous savez qu'en réalité, ce secret a été divulgué et que chacun sait maintenant, puisque le chiffre a été rendu public, eh bien, chacun a découvert que l'Union européenne avait payé très peu cher ces vaccins. Hein. Je rappelle, le vaccin AstraZeneca a été négocié à 1,78 €. Hein. Donc, vous voyez que c'est vraiment pas une problématique économique. 1,78 € la dose, bien sûr. Hein. Donc on est sur des négociations qui ont été assez âpres avec l'Union européenne et qui ont abouti à... C'était le choix d'ailleurs des industriels, hein, qui ont mis en place ces vaccins à des prix tout à fait accessibles. Mais quand même, parce qu'on sent bien quand même la question est posée, et qu'est-ce qu'on peut dire ? Comment ça se passe concrètement lorsqu'un laboratoire négocie avec l'Union européenne ou avec un pays peut-être ? Est-ce qu'on a des grandes étapes ? Est-ce qu'on peut quand même expliquer un petit peu quel est le processus ? Alors, les règles du jeu sont tout à fait transparentes, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, on peut exactement savoir sur quelle base la négociation du prix du médicament, dont je parlais tout à l'heure, va être négociée. Donc ça donne des repères. Par exemple, pour les médicaments les plus innovants, eh bien, on le sait qu'ils ont droit d'accéder à un prix qui doit être cohérent parmi tous les pays d'Europe occidentale, si j'ose dire. Vous voyez, les 4 pays que sont la France, l'Angleterre, le Royaume-Uni, l'Espagne, doivent avoir des prix cohérents lorsqu'il s'agit des médicaments les plus innovants. C'est une des règles du jeu. Un médicament qui n'apporterait pas de progrès démontré par rapport à ce qui existe déjà et qui serait là simplement pour pluraliser l'offre, hein, élargir l'offre, mais il n'apporte pas de progrès, on sait que son prix doit être moins cher que celui qui existe déjà. Vous voyez, on a des règles du jeu comme celle-là. Et ça, tout citoyen peut les connaître. Elles sont disponibles sur le site du ministère de la Santé, elles sont disponibles sur le site du LEM. Hein. Et puis, une fois qu'un accord de prix est signé, eh bien, vous avez le prix qui est publié au journal officiel, donc parfaitement disponible. Alors, ce qui est parfois reproché en termes d'opacité, c'est la négociation de remise. Et il est normal que dans tout contrat, il y ait des remises. Quand vous vendez un médicament, ça n'est pas le même prix que quand vous en vendez 100 000. Donc il y a des remises qui sont accordées en fonction des volumes. Voilà un type de remise, par exemple. Parfois, vous avez des médicaments qui ont 2 indications. Hein. Un même médicament peut servir, je dis n'importe quoi, mais pour traiter l'acné et aussi pour traiter l'asthme. Je dis vraiment n'importe quoi. Et évidemment, il est normal que selon qu'il soit utilisé pour l'asthme ou pour l'acné, il n'ait pas tout à fait le même prix. Mais comme il n'y a qu'une seule étiquette de prix sur la même boîte, pour distinguer ces 2 prix, on est bien obligé de faire un système de remise. Donc vous voyez, il y a des remises aussi qui sont concédées et dont les règles du jeu, là aussi, sont rendues publiques. Si vous allez lire l'accord cadre sur le ministère de la Santé, vous verrez à quelles conditions on peut apporter des remises et comment on peut organiser la réflexion autour de ces remises.
Donc voilà, et pour le reste, évidemment, le secret des affaires prévaut. Vous ne pourrez pas connaître le montant exact des remises payées par un médicament parce que c'est un sujet concurrentiel vis-à-vis de son concurrent, et le droit est là pour protéger cela. En revanche, si vous lisez le rapport d'activité du Comité économique des produits de santé, qui est rendu public chaque année, vous verrez vous verrez de manière agrégée ce que tous les médicaments d'une même classe thérapeutique ont payé en termes de remise. Vous voyez, c'est un niveau de transparence quand même assez élevé. On peut quand même avoir une très bonne idée du niveau de remise. Voilà exactement tout ce qui est sur la table aujourd'hui. D'accord, donc il y a déjà beaucoup d'informations accessibles. Vous souhaitiez réagir, Thomas ? Je voudrais juste revenir sur la commande européenne. Eric l'a dit, il y a deux effets très positifs à ça. D'abord, ça a permis de négocier à des prix très bas, ce que vient de dire Eric. Et deuxièmement, ça a permis d'éviter que les États membres se battent, les 27, entre eux, pour récupérer des vaccins, au détriment d'une vision européenne de la situation. Et on a connu ça dans la première partie de la crise, sur les masques, sur un certain nombre de traitements. Donc il s'agissait de le faire de façon coordonnée. Et pour le coup, on peut saluer le fait que ça a été organisé au niveau de l'Europe. Et les laboratoires, évidemment, ont plus que joué le jeu et ont soutenu cette dynamique. Très bien, merci. Nous allons prendre une nouvelle question de la salle. Allez-y, je vous en prie. Bonjour, donc Nathalie Caplet, on sort un peu du Covid, je représente le collectif Asperon & Co qui crée du lien entre les patients atteints de cancer et la recherche. Voilà, dans certains cas, nous on a des patients qui sont atteints de maladies pour lesquelles il y a peu de médicaments et qui savent qu'il y a un médicament innovant qui est potentiellement capable de leur sauver la vie ou sauver la vie de leur enfant, qui est disponible dans un autre pays et pas en France. Et ça, évidemment, c'est très, très dur pour eux à entendre. Donc, comment on peut à la fois expliquer ça et qu'est-ce qu'on peut faire à la fois en tant que patient et en tant qu'industriel ? Moi, vas-y. Non, je pense que tu compléteras parce que je pense que je n'ai pas non plus tous les éléments de réponse. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est qu'il y a deux éléments qui sont l'Europe et la France spécifiquement avec des procédures d'accès précoce. Arrive à raccourcir énormément la disponibilité des produits très innovants qui arrivent sur le marché par rapport, on va dire, les États-Unis, qui sont souvent précurseurs par rapport en termes de délai d'accès. Donc je pense qu'aujourd'hui, tous les efforts qui sont faits et les réformes qui sont faites autour de l'accès précoce permettent déjà de raccourcir énormément cette période où il pourrait y avoir un décalage entre deux pays. Donc ça, je pense que ça, c'est un premier élément. Deux, il y a les études cliniques aussi qui sont mises en place, qui permettent aussi d'avoir un accès au traitement. Donc c'est les deux éléments que je vois de façon forte, de façon à privilégier, en fait, à avoir un accès. Et quand on parle de recherche clinique en France, je pense que c'est un élément important aussi parce que ça favorise l'accès précoce à des traitements qui sont encore en voie d'expérimentation et qui souvent sont la seule alternative pour certaines pathologies. Je ne sais pas si tu as d'autres éléments aussi. Non, mais tu voulais compléter Eric sur un plan. Peut-être sur un plan, parce qu'effectivement, Clarisse évoque le sujet, qui est à quel moment un médicament peut être accessible aux patients en France. Et c'est vrai, pour compléter ce que dit Clarisse, qu'on dispose d'un système très privilégié en France, qu'on appelle l'accès précoce, qui permet d'arriver dès l'autorisation de mise sur le marché, dans des situations très graves, quand il n'y a pas d'alternative thérapeutique, une mise en jeu du pronostic vital pour les patients, donc c'est vraiment limité à des situations très spécifiques. Et de ce point de vue-là, on est plutôt bien placé. Après, il y a une autre situation qui peut arriver, c'est lorsque l'instance qui accorde le remboursement, qui évalue le médicament en vue de le recommander au remboursement ou pas, prend une décision de non-accès au remboursement. C'est la Haute Autorité de Santé. Elle fait ça en France, on vient de regarder les chiffres, dans à peu près 14% des cas. Dans à peu près 14% des cas, la Haute Autorité de Santé refuse l'accès au remboursement des médicaments qu'elle évalue. Pour de très bonnes raisons, que je ne conteste pas, mais ça peut justifier parfois que ces médicaments puissent être acceptés dans d'autres pays européens et pas en France. C'est un choix que fait la France. Et j'en profite pour dire que nous, en tout cas au LEM, on travaille beaucoup derrière l'idée, et je crois que la crise Covid renforce cette perspective, qu'il est temps d'unifier les systèmes d'évaluation des médicaments en Europe, pour qu'on ait une seule voie, un seul moment, une seule temporalité, et que l'accès des patients soit similaire, égal, équitable entre tous les citoyens européens. C'est ça l'objectif politique des prochaines années. Merci beaucoup. On va continuer, on a encore beaucoup de questions qui nous arrivent. Merci beaucoup pour vos réactions. Une question, on revient un petit peu dans la crise Covid. Comment se fait-il que l'on continue à vacciner avec l'AstraZeneca, qui est un vaccin jugé très peu efficace, aux effets indésirables, potentiellement mortels? C'est une question d'un internaute.
Est-ce que l'un d'entre vous, Thomas peut-être? On vaccine, quoi. Je peux pas. Les propos sont inexacts. Je veux dire, on a aujourd'hui des données cliniques. L'efficacité du vaccin AstraZeneca est très bonne. Je dis ça parce que l'efficacité des autres vaccins ARN messager a été documentée et considérée par les vaccinologues, les infectiologues, comme juste exceptionnelle. Il y a beaucoup de vaccins qui ont un niveau d'efficacité de l'ordre de 70%, et celle d'AstraZeneca est au-dessus de ça. Voilà. Après, tous les effets indésirables ont été documentés. Ils ont conduit à des modifications de la vaccination pour un certain nombre de populations. Donc, en l'occurrence, avec un nombre d'événements qui est quand même relativement rare. Hein. On a parlé de quelques dizaines de cas de problèmes thromboemboliques notamment, qui sont sur des millions de personnes qui ont été vaccinées. Mais bon, ça a conduit à des recommandations de prudence de la part des autorités de santé et à reconsidérer les populations qui pouvaient en bénéficier de façon prioritaire, compte tenu des données dont on avait connaissance. Donc là, pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent aujourd'hui, si on leur propose des vaccins AstraZeneca, il n'y a pas de souci, c'est ça? Il n'y a pas de souci dans le cadre des recommandations qui sont aujourd'hui établies, c'est-à-dire chez les plus de 55 ans, sans difficulté aujourd'hui et sans risque d'antériorité de risque thromboembolique notamment. D'accord. Et alors, toujours pas de vaccin contre le paludisme. Pour quelle raison? Alors, c'est encore des explications scientifiques, mais compliquées parce que c'est aussi un autre mécanisme. On évoquait tout à l'heure le VIH, sur le paludisme, c'est pareil. Il n'y a pas de vaccin parce qu'il y a une recherche qui est active, probablement moins active qu'elle n'est sur le VIH, mais qui reste active. Après, ce n'est pas qu'une question de vaccin, le paludisme, c'est aussi une question de traitement. On évoquait tout à l'heure la notion de plantes. Vous avez quand même des traitements qui sont notamment à base d'artémisine et de plantes qui fonctionnent plutôt bien dans la prise en charge du paludisme. Voilà. Après, bon, on pourrait parler du paludisme. Le paludisme pose aussi des questions sur la prévention et l'utilisation, à juste titre, des outils de prévention, qui sont notamment les moustiquaires dans les pays d'Afrique, et qui pourraient probablement faire baisser de façon importante la prévalence du paludisme. Il y a de grands espoirs sur le paludisme. On est convaincu que dans les toutes prochaines années, il va se passer quelque chose de cet ordre-là. Je pense que la pandémie Covid va réveiller une prise de conscience qui est celle de l'universalisation, au fond, des besoins en médecine. Aujourd'hui, on ne peut plus raisonner en apportant du progrès thérapeutique simplement pour une partie du monde, sans se soucier du reste du monde. Et c'est vrai qu'il y a sans doute pendant des années des maladies qui ont été peut-être plus négligées que d'autres, alors qu'elles faisaient beaucoup de morts sur une certaine partie de la planète. C'est plus possible aujourd'hui. Et vraiment, toute l'industrie pharmaceutique est mobilisée derrière ce défi de s'attaquer à ce qu'on appelait les maladies négligées, qui étaient des maladies, effectivement, qui concernaient beaucoup de patients et pour lesquelles on attendait encore des traitements. Et vous allez voir qu'à la suite de la pandémie Covid, il y a un tel mouvement de solidarité, et surtout une telle prise de conscience que mon état de santé dépend du tien, même si tu te situes à l'autre bout du monde, que tout cela va fédérer des énergies considérables. Juste de compléter, parce que je pense qu'effectivement, il y a des maladies où aujourd'hui on n'a pas trouvé de solution. Est-ce que c'était un problème d'effort ou de complexité de la maladie qui n'a pas encore été totalement décodé, parce qu'il y a eu énormément de travail sur le paludisme. On peut prendre d'autres exemples qui ne sont pourtant pas dans nos pays où la recherche est aux États-Unis, en Europe, où il y a beaucoup de recherche. Si on regarde Ebola, un vaccin qui a été mis en place en 3 ans et qui aujourd'hui, il y avait encore une épidémie là, récemment et qui a été éradiquée. Donc une mobilisation sans précédent aussi pour répondre à un besoin bien spécifique en République démocratique du Congo. Un vaccin 100% efficace. La bilharziose, ou filharziose, là, l'onchocercose, excusez-moi, tous les problèmes qui créent de la cécité dans les villages africains, voilà, quasiment éradiqués. Donc il y a énormément quand même de maladies spécifiques auxquelles on s'est attaqué et qui ont aujourd'hui des réponses extraordinaires. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers la salle. On va prendre une nouvelle question. Oui, allez-y. Bonjour, Lucien Robert, directrice de la plateforme Matwin. Un certain nombre de vaccins contre le Covid qui sont aujourd'hui utilisés, qui ont été mis sur le marché, ont été développés par l'industrie pharmaceutique, mais souvent à partir de recherches mises au point par des jeunes entreprises impliquant des chercheurs académiques. Et ça dit du coup que l'avenir de l'industrie pharmaceutique passe par les start-up, la recherche innovante. Et si oui, comment vous comptez développer cette collaboration? Mais oui, c'est une évidence. C'est pour ça qu'on ne peut pas opposer, comme on l'entend souvent, hein, malheureusement, recherche publique, recherche privée, fonds publics, fonds privés. Tout ça n'a aucun sens. Tout ça, comme vous l'expliquez très bien, est un continuum. Et vous avez,
pour l'expliquer très simplement, au début de la chaîne, effectivement, des découvertes scientifiques qui sont faites, et elles sont faites par les chercheurs académiques, universitaires. Et l'exemple des vaccins ARN est extrêmement illustratif de ça. Et puis après, il faut inventer la technologie qui va permettre de passer de la découverte au concept d'un médicament. Et là, vous l'avez dit, ce sont souvent des start-up, c'est-à-dire des toutes petites entités extrêmement labiles, extrêmement inventives, créatives, qui vont avoir beaucoup de mal d'ailleurs, hein, parce qu'elles passent leur vie, on le sait tous, à chercher des fonds, parce que tout ça coûte très cher. Et souvent, ils n'ont pas la capacité financière de passer ensuite à l'autre phase, qui est la plus coûteuse. 80% des coûts de R&D sont liés au développement, qui est la réalisation des essais cliniques. Et là, elles ont besoin des gros laboratoires pharmaceutiques qui vont avoir la capacité de financement de ces essais cliniques. Et vous voyez, tout ça est un continuum. Et ensuite, eh bien, c'est effectivement le laboratoire pharmaceutique qui va commercialiser, mais qui va prendre d'ailleurs la majeure partie des risques. Parce que quand vous vous plantez à la fin de l'essai clinique de phase 3, hein, vous avez encore une chance sur 2 en cancérologie de vous planter à la fin d'une phase 3, eh bien, vous avez dépensé énormément d'argent sur toute cette route pour rien. Hein. Donc, vous voyez, c'est véritablement un continuum. Et juste pour terminer sur le cas du Covid, vous avez la recherche, Thomas en parlait, qui a été faite sur l'ARN, formidable, notamment dans les années 90. Et puis après, des chercheurs, souvent sont les mêmes, hein, qui ont créé des startups. Vous avez BioNTech, tout le monde les connaît aujourd'hui, et Moderna, qui ont été créés en 2008 et 2010. Et ensuite, ça a été 10 ans de galère pour ces deux entreprises. On le dit jamais aujourd'hui. 10 ans de galère à lever des fonds, à faire de la recherche, avec des fonds privés essentiellement. Et puis, bingo, à la fin, et heureusement pour nous tous, on se rend compte que ce qu'ils cherchaient, et ils ne cherchaient pas du tout sur le Covid, dont personne n'avait l'idée, va être transposable pour inventer un vaccin contre le Covid. Et à ce moment-là, à nouveau, le secteur public intervient. On l'a dit, les États-Unis, avec l'opération Warp Speed, hein, qui apporte des milliards de dollars pour pouvoir justement accélérer les dernières phases du développement et surtout faire de la production. Mais une entreprise comme BioNTech n'a pas voulu bénéficier des fonds publics américains, je vous le fais remarquer, et c'est pour ça qu'elle s'est associée à Pfizer. Vous voyez, donc le modèle est resté là. Donc vous voyez, un modèle en pleine mutation, au cours duquel chacun des acteurs, ou au sein duquel chacun des acteurs est solidaire et complémentaire. Il faut continuer à travailler, de mon point de vue, à une meilleure répartition de la valeur et des risques sur cette chaîne. Clarisse, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose sur ce point? Non, je pense que Eric a tout dit. Je pense que c'est pas nouveau dans le sens où on a toujours travaillé avec des startups. Beaucoup de nos molécules sont issues en fait d'un point de départ d'un laboratoire, soit public, soit d'une start-up qui a commencé à déposer un brevet et qui a eu besoin de s'associer pour aller encore plus loin. On a notre recherche en propre aussi, mais en tout cas, la crise du Covid, je pense, a mis la lumière sur cette nécessité d'être vraiment ensemble. Et je pense qu'il y avait une question tout à l'heure sur l'excellence de la recherche publique française. On a d'excellents chercheurs en France. On a un tissu, un écosystème de santé qui est juste fantastique. Et, vous me posiez la question aussi en termes de défiance, d'autres choses. Mais il y a quand même une défiance en France de ce lien public-privé. Et voilà, c'est pas cochon de travailler ensemble. On peut se dire les choses et chacun apporte sa pièce à l'édifice et on a besoin de travailler ensemble. Et cette confiance, il faut l'avoir. Nous, on a un fonds de dotation pour supporter des programmes de recherche publique. Quand on a lancé ça en 2015, beaucoup de laboratoires publics nous ont regardé, qu'est-ce qu'ils nous veulent, pourquoi ils veulent qu'on travaille ensemble. Aujourd'hui, voilà, 5 ans plus tard, tout le monde cogne à notre porte. Donc, je pense que ça évolue. Ça évolue, mais il y a cette confiance à avoir. Il faut arrêter d'opposer les mondes. On a tous une pièce à apporter ensemble pour construire ça. Merci. Nous avons une autre question dans la salle. Monsieur, allez-y. Bonjour. Bonjour, Anthony Mascle, je suis remplaçant, je fais des remplacements en pharmacie d'officine. J'avais une question sur l'approvisionnement de médicaments. Donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, qui existait déjà avant la crise du coup Covid. Ce sont les ruptures auxquelles sont confrontés les patients au quotidien sur certains médicaments qui les met parfois en difficulté. Sur certaines marques génériques, on peut changer de marque générique et avoir une alternative. Parfois, on n'en a pas. À quoi sont dues ces ruptures et est-ce qu'on a des perspectives d'en sortir à l'avenir ? Monsieur Rupture. J'ai la lourde charge de vous répondre. D'abord, à quoi elles sont dues, je vais pas. C'est vraiment. D'abord, c'est pas français, c'est mondial souvent, les tensions d'approvisionnement. Deuxièmement, c'est sous ce qu'on appelle multifactoriel. Il peut y avoir plein de choses dans la chaîne. Il y a un problème parfois de qualité, de sécurité dans l'approvisionnement, et du coup, on arrête la production parce qu'il y a un risque. Ça se comprend, c'est pour la sécurité des patients.
Parfois, c'est parce que vous avez une demande qui n'a fait que croître au fil des années dans beaucoup de pays du monde, et on se retrouve sur une difficulté d'avoir suffisamment de capacité de production, on l'a évoqué longuement tout à l'heure pour les vaccins Covid, et du coup on ne peut pas servir le marché mondial. Par exemple, quand vous avez des grands pays comme la Chine, comme le Brésil, qui décident d'avoir des politiques beaucoup plus volontaristes d'accès au traitement, et bien évidemment, le temps de construire une usine, vous savez, une usine de médicaments, il faut plusieurs années, parfois jusqu'à 7-8 ans sur les usines de vaccins, pour construire l'usine. Donc il y a un problème de rapport parfois entre l'offre et la demande. Donc c'est tous ces éléments-là qui sont effectivement des causes de rupture. Alors, les choses, je pense, s'améliorent. D'abord parce que, sur le plan national, je peux vous dire, témoigner de ça en tant que membre de l'organisation professionnelle, toutes les entreprises du médicament ont mis ça en haut de leurs priorités. Comment est-ce qu'on peut, nous, avec nos moyens, essayer de répondre à la situation? Et un certain nombre d'initiatives, d'ailleurs collectives, ont été mises en place pour favoriser la qualité de l'information auprès des pharmaciens, notamment lorsqu'il y a des stocks disponibles sur d'autres alternatives, vous l'évoquiez tout à l'heure, pour être sûr qu'il y a des molécules de remplacement si jamais la rupture s'avère être plus longue que prévu. Sachant que globalement, les ruptures en moyenne, c'est moins de 2 mois, les ruptures de stock d'un médicament. Voilà, donc tout ça, pour vous rappeler que c'est à la fois le caractère mondialisé de ce phénomène qui est important à souligner, et du coup, sur les évolutions à conduire, elles sont probablement avec des initiatives fortes au niveau européen, à la fois sur des enjeux industriels, mais aussi sur des enjeux de réglementation partagée, pour que, effectivement, au niveau de l'Europe, une vraie volonté de mettre à disposition ou de s'assurer qu'il y a toujours de la disponibilité du produit principal ou de l'alternative. Merci beaucoup. Alors je vais vous presser un petit peu parce qu'il nous reste 5 minutes. Le temps passe très très vite. On va passer aux dernières questions. Vous pouvez continuer à réagir, mais là on en a une qui revient souvent. Est-ce que la crise du Covid a fait prendre du retard à la recherche hors Covid ? Oui, je vais dire, vas-y. Je ne sais pas forcément, et à un moment, voilà, une équipe de chercheurs, si elle décide de se consacrer corps et âme sur le Covid, ce qui s'est passé quand même depuis le début de la crise, bien évidemment, il y a certains projets qui ont dû être arrêtés. Mais forcément, on a regardé ceux qui étaient il y en a certains sur des maladies rares du cancer qui n'ont pas été arrêtés. Peut-être des projets moins prioritaires, on a dû faire des choix. Et effectivement, le choix du Covid était ultra prioritaire dans la dernière année. Mais si on regarde sur l'échelle, sur sa globalité, tout le monde n'est pas infectiologue, tout le monde ne fait pas que de la recherche sur le Covid. Et donc la très grande majorité des autres programmes de recherche ont continué. Qu'il y en ait un ou deux qui ont été mis sur le côté pendant quelques temps, c'est sûr. Mais ce n'est pas la grande majorité. Par contre, on aura beaucoup appris. Aussi. On aura beaucoup appris de la collaboration et de l'intérêt de la collaboration entre les laboratoires pharmaceutiques. Ça a été le cas dans le Covid. C'était tout à fait inédit et tout à fait remarquable. Et je pense que ça se multipliera. On a beaucoup appris de la capacité d'optimiser le temps des essais cliniques en menant des phases parfois de manière intercalaire, de la manière d'optimiser aussi le temps de la fabrication en osant lancer les chaînes de fabrication quand on est dans des situations urgentes, importantes, en même temps que certaines phases d'essais cliniques, ce qu'on ne faisait jamais avant. On aura appris de la digitalisation, mieux se servir de l'intelligence artificielle pour optimiser encore la productivité de cette recherche et surtout des essais cliniques. Je ne sais pas si tu veux dire 2 mots là-dessus, mais en même temps, toutes ces crises sont des périodes d'effervescence extraordinaires. On a beaucoup de leçons à en tirer très positives. Je rajouterais juste que ce qui s'est passé par ailleurs pendant les phases très aiguës de la crise, c'est que les établissements de soins étaient évidemment exclusivement consacrés à la prise en charge ou à la recherche sur le Covid. Et c'est quand même au sein des établissements et avec les praticiens hospitaliers qui sont dans les établissements de soins que se fait la recherche. Elle ne se fait pas à des industriels dans leur coin, elle se fait avec les équipes en place. Donc à ce moment-là, évidemment, quelques projets de recherche ont été mis en stand-by, comme le disait Clarisse, en attente, et ensuite sont repartis. Il y en a un point à préciser, parce que ça c'est sur les phases peut-être plus précoces ou dans les labos. Mais si je regarde par exemple chez nous en France, tous nos programmes de recherche clinique, et qui est très important pour les patients, c'est-à-dire un patient qui est en recherche clinique aujourd'hui dans un essai en France, s'assurer qu'il ait une continuité des soins. Et ça, on a réussi à le maintenir, que sur les équipes hospitalières, on a travaillé différemment, nous, on a travaillé différemment, on a réussi à faire des injections à domicile pour éviter... Voilà, donc tout a été mis en place dans cette période, et c'est aussi des apprentissages sur comment on mène de la recherche clinique de façon, même dans un domaine dans une période extrêmement perturbée. Tout
à l'heure, vous disiez qu'effectivement, la recherche, elle ne se faisait pas toute seule dans son coin, ce n'était pas uniquement les industriels. Globalement aussi, le rapport de la confiance, il se construit avec tout un écosystème. On a une question qui aborde ce point. Les pharmaciens d'officine ne seraient-ils pas les premiers à pouvoir réconcilier les usagers à une industrie aux pratiques controversées et souvent mal comprises? Quel est le rôle, que peut être le rôle des pharmaciens d'officine pour restaurer cette confiance? Moi, je crois qu'il est... Pardon. Je pense qu'il est essentiel. Toutes les enquêtes nous montrent que la confiance dans les pharmaciens d'officine, comme la confiance des médecins d'ailleurs, mais c'est encore plus vrai s'agissant des pharmaciens d'officine, est extrêmement forte. Et les pharmaciens d'officine, leur job, c'est effectivement de connaître le médicament et de savoir mieux que quiconque apprécier ce que nous appelons le rapport bénéfice-risque. Donc il y a un rôle de pédagogie vis-à-vis des patients qui est absolument essentiel sur le médicament. Il faut les impliquer davantage. On est en train, avec eux d'ailleurs, de monter un projet de parcours de soins qui propose de considérer les pharmaciens d'officine comme des praticiens de premier recours pour prendre en charge un certain nombre de maladies bénignes. Une gastroentérite virale, une angine, une rhinoconjonctivite allergique, vous voyez. Et je pense que la médecine de demain, c'est celle-là, c'est celle qui va impliquer un certain nombre de professionnels de santé, pas uniquement les médecins, mais aussi les pharmaciens d'officine, en prise directe avec les patients, et que quelque chose de fort se jouera dans le contrat entre le médecin et le professionnel de santé. Alors l'industrie pharmaceutique dans cette affaire, vous savez, dès qu'il y a de la confiance entre celui qui prescrit, celui qui dispense le médicament, cette confiance, elle irradie sur le médicament lui-même. Oui, tout à fait. Nous avons une dernière question avant de vous quitter, parce qu'il est déjà 14h, mais bon, on aimerait quand même répondre au plus de questions possibles. Ne faut-il pas financer la prévention pour réduire les traitements qui coûtent plus cher? Les vaccins sont de la prévention, déjà. Donc je pense que financer très clairement les vaccins, qu'on voit le coût des vaccins aujourd'hui par rapport au coût du Covid pour l'ensemble de la société, de la crise économique et sociale, je pense que c'est sans commune mesure. On parle de 5 milliards d'un côté, 150 milliards de l'autre. Beaucoup de vaccins, c'est le but. Papillomavirus, on traite aujourd'hui on prévient avec un vaccin pour éviter des cancers et le coût d'un cancer demain. Donc c'est toute cette philosophie-là. Après, ça repasse pour moi par beaucoup d'éducation. Je ne sais pas s'il y a un financement à avoir, mais c'est l'éducation dans les écoles, sur l'hygiène, voilà, sur les soins dentaires. Tous ces éléments-là, c'est en tout cas énormément d'éducation à avoir le plus tôt possible dans la vie d'un enfant, de façon à éviter les coûts. Et c'est bien le but aujourd'hui de tout ce qui est mis en place. Et j'espère que ça va aller encore plus loin. Il y a un problème de modèle économique derrière tout cela. Hein, et de ce point de vue-là, la France est en retard, il faut le dire. Les autorités elles-mêmes le reconnaissent. Hein. On a des efforts majeurs à faire si l'on veut véritablement développer la prévention dans notre pays. Pourquoi? Parce que le cadre économique d'aujourd'hui le permet mal, au fond. Hein. Dans quelques mois, il va y avoir la loi de financement de la sécurité sociale. C'est la manière dont on organise le budget de tous les soins en France. C'est une loi annuelle. Et donc, cette loi annuelle nous oblige à ne penser la santé en France qu'avec un horizon de temps d'1 an. Vous voyez, nous sommes myopes. Quand vous voulez faire une action de prévention, vous dépensez potentiellement beaucoup d'argent tout de suite pour quelque chose qui va avoir un impact formidablement intéressant, y compris en termes économiques, parce que vous évitez que des gens tombent malades, à moyen et à long terme. Et ça n'est pas capturable dans la manière dont nous gérons les comptes de la santé aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien, il faudrait considérer que la prévention est un investissement. Et il faudrait, d'un point de vue économique, la traiter comme un investissement, c'est-à-dire dédier un fonds spécial et accepter que ce fonds coûte un peu d'argent au départ, mais génère des économies à moyen et à long terme. Donc il y a un sujet de modèle économique qui est à trouver, et les vaccins Covid ont été d'ailleurs traités comme ça. Les vaccins Covid, ce n'est pas la sécurité sociale qui les paye, c'est l'État qui les a payés directement, parce qu'on sent bien que c'est un investissement. Thomas, vous vouliez réagir aussi? Non, mais j'allais juste dire, on n'oppose pas la prévention et le soin. Il ne faut pas opposer non plus le médicament avec les actes de prévention. Les industriels du médicament ou les entreprises du médicament sont très en faveur de politiques de prévention sans médicaments qui retardent l'arrivée de traitements. Et lorsque vous avez un certain nombre de traitements, on a évoqué les vaccins, vous avez des tas de traitements dans le domaine cardiovasculaire qui sont des médicaments de prévention du risque cardiovasculaire et qui sont ô combien utiles à ces politiques de santé publique. Donc je veux juste souligner le fait que tout ça fonctionne ensemble. On a évoqué ces notions de collaboration. C'est évidemment moins le
le rôle des industriels d'aller faire de la prévention primaire, ce n'est même pas le rôle des industriels d'aller faire de la prévention primaire dans les écoles. Mais les industriels sont très en faveur d'une prévention primaire renforcée, beaucoup plus que ce qu'elle n'est aujourd'hui sur le territoire. Très bien, écoutez, merci à vous trois vraiment d'être venus, merci d'avoir participé à ce webinaire, c'est déjà fini, on doit vous laisser. Je voulais juste remercier également les personnes présentes dans la salle pour toutes leurs questions absolument intéressantes. J'espère que vous en savez plus, que vous avez appris des choses. Ne vous inquiétez pas, toutes les questions qui n'ont pas encore de réponse en trouveront bientôt. Nous n'allons pas laisser ces questions ne resteront pas lettres mortes. Vous pourrez retrouver prochainement sur la plateforme Rien à cacher les réponses de nos experts. D'ici là, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous rappelle également que nous vous retrouverons prochainement pour la prochaine édition des Grands Directs du LEM, et ce sera cet automne. À très bientôt et merci encore à vous.